La licence 28 jours plus tard avait absolument tout pour plaire aux amoureux de films d'horreur et de films post-apocalyptiques. On avait exactement tout, du sang, de la sueur, du chaos et une montagne de stress. On avait exactement tous les ingrédients nécessaires pour produire une saga mature, adulte, historique. Et puis finalement, les créateurs de cette licence, ils ont décidé tout simplement de la torpiller, de la massacrer. Et d'après Danny Boyle, le carnage est loin d'être terminé. Salut chers viewers, chers abonnés, chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une longue vidéo, une critique géante, une critique de 28 jours plus tard, de 28 semaines plus tard, de 28 ans plus tard, je vais revenir dessus. J'ai fait ma critique à vif, à chaud, maintenant je vais en parler à froid, et vous allez voir que je vais être encore plus radical et encore plus dur que ce que j'ai dit dans ma critique précédente, parce que là j'ai pris une certaine forme de recul, je me suis rembobiné le film et finalement c'est encore pire que ce que je ressentais la première fois. Donc je vais parler des films et partir du principe que je connais très bien la saga, je suis un grand fan de la licence depuis ses débuts, j'ai vu 28 jours plus tard pour la première fois en 2005, 2 ans après sa sortie, j'ai vu 28 semaines plus tard au cinéma Day One, comme pour 28 ans plus tard. Autant vous dire que ma frustration est quand même assez palpable, étant donné que, comme beaucoup d'entre vous, ça faisait 17 ans que j'attendais cette suite. 17 ans d'attente, c'est quand même très très long. Et malheureusement, 28 ans plus tard, il s'ancre dans cette tradition absolument atroce de ces films qui sortent trop tard et qui n'ont absolument rien à voir avec le matériel d'origine, avec les premiers volets. Je pense, quand je pense à 28 ans plus tard, désormais, je ne peux pas m'empêcher de penser à Gladiator 2, et également à Joker 2, quoi. Alors je sais qu'il n'y a pas grande différence c'est pas très long l'attente qu'il y a eu entre Joker 1 et Joker 2, mais du point de vue déception, du point de vue crachat au visage des spectateurs, du point de vue trahison, on est dans le même level, quoi. On est vraiment dans le top 3, quoi. C'est sur le podium des pires déceptions du côté des suites. Alors là, je crois que ces trois-là, ils sont... Je sais pas à qui je décernerai la médaille d'or, mais en tout cas, ils sont tous au coude à coude. Ce sont des leçons de cinéma, mais des mauvaises leçons de cinéma, quoi. En espérant, dans un futur proche, que nous n'ayons plus jamais affaire à ce genre de choses. Bref, je vais parler des films avec le cœur d'un fan absolu, et je vais également parler, en plus des films, je vais parler du comics 28 jours plus tard, car oui, on a eu droit à un comics 28 jours plus tard. Un comics que j'ai dévoré, peu après la suite 28 semaines plus tard, j'ai dû découvrir le comics, je crois, vers 2010, 2011, quelque chose comme ça, et je l'ai sifflé en moins de 2. Enfin, c'était dans cette époque-là, quoi, début 2010, à peu de choses près, et j'ose le dire, je préfère le comics 28 jours plus tard au film. Alors que j'ai adoré 28 jours plus tard, j'ai adoré 28 semaines plus tard, mais je préfère le comics. Je trouve que les défauts du comics sont moins palpables que ceux du film, enfin ceux des films, parce que même si j'adore, bien sûr, 28 jours et 28 semaines, je reconnais certains défauts. Et je ne fais pas partie de ceux qui encensent 28 jours plus tard et dégomment 28 semaines. Non, je suis désolé, j'ai l'outrecuidance de préférer le deuxième volet au premier, même si je considère bien sûr que 28 jours plus tard est une œuvre à part entière, une œuvre révolutionnaire, un film qui a complètement réinventé le genre, non pas du film de zombies, mais du film post-apo avec des infectés, tout ça, c'est ce film-là qui a mis en avant ce type de créature, mais je vois que beaucoup détestent 28 semaines plus tard, alors que non, le film est très bon, et je me battrai jusqu'au bout pour le réhabiliter, même si je reconnais certains défauts. Pour certains c'est un nanar, pour d'autres c'est un film d'action bourrin, sans aucune cohérence, sans aucune intelligence, ce que je peux comprendre, ce que je peux reconnaître par rapport à certaines scènes dont je vais parler. Mais si on prend les films en eux-mêmes, si on additionne les qualités, croyez-moi, les qualités pèsent bien plus lourd que les défauts. Contrairement à 28 ans plus tard, qui enchaîne les erreurs à tous les niveaux. Le problème avec 28 ans plus tard, c'est que l'emballage est magnifique, mais l'intérieur est juste dégueulasse, quoi. Mais bon, je vais en parler en détail, donc c'est parti pour cette critique. Je vais parler du comics vers la fin. Je vais commencer par les films, je vous souhaite un bon visionnage et je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me produire votre propre critique personnelle de chaque film, allez-y à fond, bombardez, mettez un pavé si vous voulez, mettez quelques lignes, mais je veux savoir. Au pire, si vous avez la flemme d'écrire, faites comme moi je fais régulièrement quand je prends des notes, vous mettez le nom du film et vous exprimez vos émotions. Vous dites ce que vous avez ressenti, des mots qui vous viennent en tête, des scènes également, par exemple quand je pense à 28 semaines plus tard, je pense à Doigt dans les yeux, je pense à Maison qui se fait attaquer, je pense à des trucs comme ça, quoi. Et je peux également, si je dois résumer mes émotions par rapport à 28 semaines plus tard, stress, terreur, angoisse, c'est des mots qui me viennent en tête, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tous 28 jours et 28 semaines plus tard. Ce sont des films qui nous procurent des émotions, qui nous procuraient, combien de fois je veux dire,
j'ai fait combien de cauchemars en lien avec 28 jours et 28 semaines, quoi. Combien de fois j'ai imaginé désinfecter, me courir après, défoncer ma porte, me déboîter dans mon plumard, dans mon canapé. Combien de fois ou alors, combien de fois je me suis imaginé dans un rêve, dans un cauchemar, en ville, en train de me faire courser. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de film. On aime tous d'ailleurs les films d'horreur pour ça. C'est quand ça vous transmet des émotions, quand ça vous transmet de la peur, de la vraie peur. Et c'est dommage parce qu'on avait vraiment moyen de faire quelque chose dans la même lignée avec ce troisième volet. Il y avait moyen, c'était possible, c'était faisable. Et je rappelle que les trailers étaient super bien réussis, même si au départ j'étais assez dubitatif. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans Daryl Dixon. Ce qui s'est produit finalement en termes d'incohérence, mais du point de vue visuel, c'était beau. Et puis surtout, l'ambiance, le sérieux de la bande-annonce faisait que, on tient quelque chose de mature et d'adulte. Sauf que... Mais bref, lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir, et si vous avez kiffé le format, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également, parce qu'on approche tout doucement les 30 000 abonnés, c'est génial. Donc si vous me regardez régulièrement et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer. Ah, c'est... Danny Boyle, Alex Garland, qu'est-ce que vous avez foutu ? Naturellement, je vais commencer donc par 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, œuvre référence dans son genre, et vraiment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le film sort en 2002 en Angleterre, en 2003 en France et États-Unis, je crois, et c'est le choc, tout simplement. Et partez du principe qu'à l'époque, on n'a pas Internet, on n'a pas les smartphones, on n'a pas tout ça. On rentre tout doucement, timidement dans les années 2000, la technologie change progressivement avec les téléphones portables qui sont de plus en plus nombreux, même les façons de filmer, les façons de tourner, par exemple 28 jours plus tard ça a été tourné avec une petite caméra numérique, et c'est ce qui donne ce grain amateur, ce grain presque documentaire. Pour certains c'est dégueulasse, pour d'autres ça a mal vieilli, moi perso je trouve ça toujours aussi classe, toujours aussi... Enfin, pour moi c'est réaliste et surtout ça n'a pas vieilli. Je sais que beaucoup disent que ça a mal vieilli, mais je pense que pour certains ça a mal vieilli du point de vue du grain, mais du point de vue de la mise en scène, du point de vue de la photographie, c'est toujours aussi propre, c'est intemporel en fait. Je vois pas en quoi ce film a vraiment vieilli. À vrai dire, on peut dire qu'il a vieilli au niveau des fringues, au niveau des bagnoles, tout ça, parce qu'il y a encore les vestiges des années 90, mais on sent que c'est un produit des années 2000, mais pour moi il est plus que regardable en 2025, 2030 ce sera pareil. Donc je suis pas aussi dur que certains vis-à-vis de l'esthétique, vis-à-vis du film en lui-même. En tout cas, à l'époque, quand on entendait parler, et encore une fois, remettez-vous, j'insiste bien sur le contexte, c'est hyper important, même pour les jeunes qui me découvrent, tout ça, qui m'écoutent, il nous saoule, Mad Matt le boomer, à nous parler du contexte, machin. C'est pas une question de nostalgie, moi je suis pas du tout nostalgique de cette époque. Pour moi, les années 2000, c'était des années de merde, je détestais ces années-là, je préfère largement les années 2010 et même 2020. Même si les années 2020 sont très pauvres du point de vue pop culturel, toute la pop culture des années 2020 repose sur ce qui a été conçu dans les années 2010, et 2000 et 90, 80 à la marge, mais les années 2020 c'est vraiment des années très dépersonnelles, j'ai remarqué. En tout cas, je préfère les années 2010 largement, fin 2000 à la rigueur, dernier carat. Au niveau de mes fringues, par exemple, on me dit sans arrêt que je m'habille comme dans les années 2000, c'est vrai, les t-shirts à manches longues, tout ça, j'admets, le t-shirt par-dessus un t-shirt à manches longues, j'avoue, ça c'est un de mes petits kiffs, je garde un petit peu ce petit lien temporel, et même au niveau de mes goûts musicaux, tout ça, ils ont pas évolué d'un iota, c'est pathétique. En tout cas, j'en étais, voilà... à l'époque, donc, quand il est sorti le film, j'avais 13 ans, j'ai entendu parler vers 14-15, et ça nous terrifiait, parce qu'on en parlait au collège, et on avait vu que un soir, que 28 jours plus tard, était diffusé tard la nuit, et on avait vu le logo moins de 16. Et à l'époque, les seuls trucs qui étaient interdits aux moins de 16, c'était les films érotiques, des bails comme ça. Et comment dire, parce que oui, à l'époque, on savait ce qu'il y avait à la télé quand on consultait les programmes, vous savez, les télé-Z, les trucs comme ça, quoi. Donc vous aviez les programmes télé, vous regardiez ce qui a été diffusé, puis parfois vous vous arrangez, vous vous démerdez pour mater, le tel film à tel jour, vous programmiez le magnétoscope, le lecteur DVD, tout ça, pour enregistrer. Et je me souviens que j'avais enregistré 28 jours plus tard, dans le dos de mes parents, parce qu'ils étaient pas au courant que c'était un truc interdit aux moins de 16, et ça nous effrissonnait, parce qu'à l'époque, on respectait les films d'horreur parce que c'était terrifiant. On connaissait rien de tout ça, à part les puristes amoureux de films d'horreur, mais globalement, dans la cour de récré, les gamins connaissaient pas, quoi. Je vois, par exemple... je vois dans ma famille, les gamins, tout ça, il y a des années déjà, quand ils avaient 12, 13, 14, 15 ans, ils étaient déjà au courant qu'il y avait des films vraiment violents, des trucs hardcore, et certains mataient ce genre de films sans problème, alors que nous, ça nous terrifiait, l'idée de voir 28 jours plus tard, film d'horreur, machin, un virus qui se répand dans un laboratoire, machin, interdit moins de 16, on se dit, wow, de quoi, ça va être énervé, quoi, ça va être hyper violent, et ça nous faisait peur, il y avait une espèce de mythe qui planait autour du film, juste au-dessus, et c'est ce qui rendait justement le film effrayant. La jaquette était presque aussi effrayante que le film en réalité, parce que on imaginait plein de trucs, on se demandait de quoi ça parlait, parce que même à l'époque, les zombies, alors je sais que 28 jours plus tard, c'est pas un film de zombies, c'est un film de contaminés, c'est un film d'infectés, c'est le premier film à avoir, je pense qu'il y avait peut-être un film avant qui avait dû essayer, mais du point de vue officiel,
au sein du grand public, c'est 28 jours plus tard qui a amené le délire de l'infecté, du contaminé, tout ça dans le milieu de l'horreur. Avant, c'était que le zombie, donc à savoir le mort-vivant, hein, qui, même s'il a un bras en moins, une jambe en moins, il continuera à avancer, il est increvable à moins que vous lui explosiez le crâne. Sauf dans le retour des morts-vivants, on a affaire à des morts-vivants qui sont increvables, littéralement, c'est un pur cauchemar. Je vais faire une vidéo, un de ces quatre, je pense, pour parler des pires formes d'apocalypse zombie, et je vous le tease tout de suite. Pour moi, la pire forme d'apocalypse de zombie, c'est ce qu'on a vu dans le retour des morts-vivants, et après, je mettrai ce qu'on a vu dans Black Summer. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé 28 ans plus tard, et que vous n'avez pas encore découvert la série Black Summer, je vous la recommande d'urgence, parce que du point de vue du stress, c'est du même niveau que 28 jours et 28 semaines. Rien à voir avec le 3. Hein. Par contre, la série est relativement agaçante par rapport à certains points, notamment la stupidité juste délirante des personnages. Je crois que ça, malheureusement, c'est un cahier des charges dans le cinéma, les séries américaines, c'est que plus les personnages sont cons, et mieux c'est, on dirait, quoi. Donc, préparez-vous psychologiquement à voir énormément de comportements incohérents, complètement stupides. Je sais que dans si on est confronté à une apocalypse, une crise machin, on risque d'avoir des comportements incohérents et faire des conneries, sauf que là, ça dépasse le stade de la connerie, justement. En tout cas, à l'époque, les contaminés, les infectés, on savait pas ce que c'était, on connaissait juste les zombies, et encore, les zombies, on connaissait très peu, parce que le zombie, j'en parlais dans ma vidéo, dans mon top 10 spécial zombie, eh bien, le zombie, de base, c'est une créature, on va dire, qui était réservée à l'époque à un public de niche. Dans les amoureux de films d'horreur des années 80-90, ce qui cartonnait à l'époque dans l'horrifique, c'était les slashers, les films de monstres, les bails avec des tueurs en série, également des malédictions, des fantômes, tout ça. Mais les zombies, il y en avait assez peu en réalité. Il y avait quelques grands films de zombies, de morts-vivants, surtout dans les années 80. Dans les années 90, ça a été éclipsé. Il y a eu quelques films de zombies début 90. On a eu Brain Dead, on a eu Le Retour des Morts-Vivants 3, on a eu La Nuit des Morts-Vivants. Et c'est tout. On a eu un petit peu Réanimateur, pardon, c'est 85, mais le zombie a eu un âge d'or dans les années 80, et ça a démarré avec, celui qui a popularisé le zombie, c'était Michael Jackson avec son clip Thriller. Quand on a vu les morts-vivants débarquer, c'était juste terrifiant, et même encore maintenant, je trouve que le clip fait vachement peur, et alors que pourtant j'ai l'habitude d'en bouffer des films de zombies, tout ça, mais le clip a vraiment quelque chose, une ambiance, une aura qui est désespérante. Alors je vais pas vous faire l'historique des films de morts-vivants, hein, bien sûr, je vais pas vous parler de La Nuit des Morts-Vivants de 68, je vais pas revenir à Dawn of the Dead de 78, je voulais juste parler de la mode. Les zombies ont été à la mode dans les années 80, on a eu tous ces films qui sont sortis. Dans les années 90, c'est un petit peu perdu au début, mais après, ça a été effacé. On est passé à autre chose, le zombie n'intéresse plus, il est plus à la mode. Parce que, déjà de base, le zombie, ça attirait pas grand monde dans le genre de l'horreur, de l'horrifique. C'était un genre beaucoup trop trash, beaucoup trop angoissant pour les gens, parce qu'il n'y a pas plus angoissant, il n'y a pas plus, j'estime, désespérant que le concept du mort-vivant. Vous imaginez un cadavre qui se réveille pour bouffer littéralement des gens, c'est pas genre pour tuer, c'est pour bouffer, quoi. Et c'est terrifiant. Et donc, moi, ça m'angoissait quand j'étais gosse, et dans les années 90, ça avait disparu, donc ça a disparu dans les années 90, et donc on parle d'une période de plus de 10 ans, C'est dans les années 2000 que c'est revenu, notamment via l'Armée des Morts, l'excellent Armée des Morts. Après, on a enchaîné avec Shaun of the Dead, Land of the Dead, mais c'est surtout The Walking Dead qui a repopularisé le genre. Parce que quand vous popularisez un truc dans une série, c'est que si ça marche, le public général est acquis, aussi bien les amoureux du cinéma que de la télé. Donc, excusez pour la longue digression, mais c'était nouveau à l'époque. Voir des contaminés, donc des infectés, des trucs qui n'ont, des créatures qui n'ont rien à voir avec les morts vivants, c'était choquant. On a affaire à des infectés, des gens qui sont comme vous, comme moi, qui sont contaminés par un virus qui les rend foudrage, et c'est angoissant, c'était nouveau, et à l'époque, c'était choquant, tout simplement. Et c'est pour ça que le film est interdit aux moins de 16 ans, alors qu'à la base, il est pas si violent que ça en réalité. Mais je pense qu'il est également interdit aux moins de 16 ans parce qu'on a 2-3 scènes de nudité, ça je vais en parler un peu plus en détail parce que justement ça ajoute en maturité, ça apporte en maturité au niveau du film, et c'est ce qui le rend presque, pas anxiogène, mais ça apporte cette touche de réalisme et de... Il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments à prendre en compte, du point de vue... c'est pas un film qui est ultra violent, par exemple 28 semaines plus tard est beaucoup plus violent que 28 jours plus tard, mais il est, je crois, qu'interdit aux moins de 12. Et... Bon bref, excusez-moi, je suis en impro, hein. C'est parce qu'il y a tellement de choses à dire, En tout cas, à l'époque, on était angoissés à l'idée que ce film existe. Je me souviens, quand je l'ai vu, quand je l'ai lancé, j'avais peur j'avais l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore, quoi. C'était comme ça à l'époque, hein. Je rappelle encore une fois que... c'est dingue à quel point on a tellement évolué, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer franchement un monde sans Internet ? Même ceux qui vont dire « Oui, mais non, moi je peux me passer d'Internet »,
Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur YouTube? Vous avez pas enregistré cette vidéo sur un magnétoscope que vous avez maté 6 mois après? Non, non, vous êtes sur Internet, vous scrollez sur votre téléphone. On ne peut pas vivre sans Internet. C'est impossible désormais. Qu'importe votre corps de métier, qu'importe votre situation sociale, on est dépendant d'Internet, c'est comme ça. Et à l'époque, Internet, ça n'existait pas. Ça existait bien sûr, mais à la marge. Pour se servir d'Internet, il y avait les cybercafés, ou alors il y avait les écoles, les entreprises, tout ça, mais c'était généralement pour des tâches propres, des tâches bien administratives, bien chiantes, envoyer des mails, tout ça. Donc à l'époque, on n'avait pas Internet, et quand on lançait un DVD, tout ça, on savait pas trop, quoi. On avait les retours dans les magazines, des trucs comme ça, mais il y avait le bouche à oreille, il y avait que comme ça, il n'y avait que de cette manière qu'on s'informait sur un film. On en parlait brièvement aux infos, tout ça, mais là, dans le cas de 28 jours plus tard, c'était particulier. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, une bonne partie d'entre vous, vous respectez ce film, parce que je sais que les jeunes, ils ne sont pas aussi réceptifs à 28 jours plus tard, et c'est pour ça, je pense d'ailleurs que Danny Boyle a complètement changé le style. Tiens, je viens d'y penser maintenant, je pense que Danny Boyle a complètement massacré son film volontairement pour plaire à une nouvelle audience, et je trouve ça dégueulasse. Danny Boyle, c'est bon, on n'a pas 70 ans, t'aurais pu penser aux fans de la première heure qui, eux, auraient voulu voir un truc dans la même lignée, quoi. Bon, comme s'il était là, comme s'il était en face de moi. Mais je veux dire, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, quoi. Je dirais, Danny, qu'est-ce que t'as foutu? Et pourquoi tu nous as trahis comme ça? Bon, je dis ça se trouve en vrai, si je le voyais, je serais comme ça. Bonjour monsieur Boyle, incroyable votre travail, ah oui, j'adore ce que vous faites, hein. Bonne journée, hein. Et bisous Alex Garland, hein. Il est génial, hein, il est top, hein. Mais bon, en tout cas, nous les fans de la première heure, eh bien, on était fascinés, effrayés par ce film, et ça a pas loupé, on était terrifiés par ce 28 jours plus tard, et à l'époque, je voyais pas vraiment de matière à critiquer le film, parce que mine de rien, notre esprit critique s'est développé avec le temps, notamment via les critiques ciné, les critiques internet, tout ça, parce que on a appris à apporter une certaine forme de nuance. Avant, j'ai l'impression que les films, on les aimait ou on les détestait. Et moi, j'étais un grand fan de 28 jours plus tard. Pour moi, ceux qui en disaient du mal, c'était de l'hérésie, quoi. Comment tu peux critiquer un film pareil? Et puis, avec le temps, avec le recul, machin, j'ai fini par avoir une certaine forme j'ai fini par remettre de l'eau dans mon vin et d'avoir un petit peu de recul, et je suis forcé d'admettre que 28 jours plus tard n'est pas si génial. Il est bon, mais pas si génial. Alors bien sûr, je loue ses qualités, très avant-gardistes. Encore une fois, je dis, film qui met en scène des infectés, tout ça, puis en plus, on est en Angleterre, on n'est pas genre aux États-Unis, ça change, on est donc à Londres, tout ça, c'est fascinant. On change de décorum, mais c'est marrant parce que l'Angleterre, ça a beau être à côté, j'ai l'impression qu'on est sur un autre continent, quoi. Il y a tellement de choses qui sont différentes au niveau des bagnoles, des fringues, il y a tout, quoi, la langue, la bouffe, hein, et c'était quelque chose de marquant, parce que je pense que si l'histoire s'était déroulée genre à New York ou un truc comme ça, on aurait peut-être été moins marqué, quoi. Mais bon, en tout cas, le film, du point de vue de l'esthétique, j'ai envie de dire que c'est un sans faute, malgré le fait que ce soit tourné avec une petite caméra en HD, numérique. Pour l'époque, c'était exceptionnel. Avant, on tournait qu'avec des caméras, vous savez, avec les bobines, les trucs comme ça. Puis là, on a Boyle qui débarque avec son style, sa nouvelle approche, parce que le mec, il a toujours eu le courage de tenter des trucs que personne n'avait tenté. Pour ça que j'ai énormément de respect pour Danny Boyle, même si je conchis son 28 ans plus tard. Mais voilà, j'ai trop de respect pour lui par rapport à ce qu'il a fait dans Trainspotting, toujours plus tard, bien sûr. La scène de 28 semaines plus tard, c'est lui qui a réalisé la scène de l'attaque de la maison. Je vais revenir dessus d'ailleurs pour faire la comparaison avec l'attaque de la maison du 3e volet. J'adore 127 heures, hein, vraiment, je suis fan de ce film. Et j'admets adorer, voire même préférer Trainspotting 2 à Trainspotting 1. Je le trouve très profond, très humain, très touchant. Et donc, Danny Boyle a cette patte, il a cette touche, il a cette façon, cette approche nerveuse. Il a il a ce talent pour vous mettre à la place des personnages qu'il met en scène. Et ce que j'aime chez lui, c'est son approche du réalisme. On a vraiment l'impression qu'il parle aux émotions. À chaque fois, ça tape direct au cœur, ça tape aux tripes même, ça tape dans l'âme, ça tape dans tout, quoi. Je veux dire, c'est des films qui vous frappent directement, pas avec violence, mais avec subtilité, quoi. Enfin, une subtilité violente, quoi. Je sais pas trop comment décrire ça. Et ce qui est incroyable chez lui aussi, c'est qu'il se réinvente à chaque film, et pour le coup, même si 28 ans plus tard a ses défauts, il se réinvente, d'une certaine manière, un peu trop même, et donc pour l'époque, c'était dingue qu'un mec débarque et nous fasse un film d'horreur avec une petite caméra HD, numérique. Vous vous rendez pas compte, hein, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un truc de dingue. Et c'est justement ça qui a dérouté pas mal de spectateurs, parce que ça donnait un grain trop réaliste, trop crédible, trop documentaire.
On avait l'impression de voir un reportage télé, vous savez, où une équipe de journalistes qui se barre avec une caméra pour montrer le bordel dans une ville complètement ravagée. Et non, du point de vue esthétique, moi j'ai rien à redire, je le dis franchement, même s'il y a des plans que je trouve complètement bizarres, notamment le début quand on voit les activistes animaliers là qui viennent dans le laboratoire, il y a un passage où donc il y a le scientifique qui les crame et le mec il dit non mais attendez, vous faites des conneries machin, et il y a ce plan bizarre, ce plan absolument hideux, où en fait les visages sont déformés par les cages en plastique, enfin en plexiglas. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Pourquoi ce plan? Pourquoi tu nous déformes leur gueule? Pas simplement décaler la caméra de 2 cm pour qu'on voit leur tronche normale, quoi. Pourquoi tu leur montres des têtes d'ampoule comme ça? C'est particulier, quoi. Et puis bon, réalisme, ouais, je sais pas, je trouvais ça un peu, comment dire, un peu presque malvenu, quoi, tout simplement. Et ce que je peux reprocher, enfin, non, je vais rester encore dans les qualités, là, c'était juste un petit aparté, mais donc, visuel, j'ai rien à redire. On voit qu'il y a des idées, que Boyle propose des angles qui sont quand même relativement pertinents, notamment un angle que j'aime bien, c'est quand on voit Jim dans l'hôpital, il y a des plans qui sont vraiment bien trouvés, hein, comme notamment celui avec les téléphones là, qui pendouillent avec les câbles, enfin les câbles de téléphone. Quand il sort de l'hôpital, pareil, évidemment la scène culte, légendaire, quand on le voit dans Londres, tout seul, tout ça. On peut pas négliger le fait que Boyle a non seulement réinventé le genre, mais apporté des plans qui sont iconiques. Donc il y a ça. La musique, il faut qu'on en parle. La musique, pareil, c'est une musique qui met mal à l'aise. Hein. On a un peu de tout, une tonalité moderne, très nerveuse. On a des fois on a l'hymne anglais aussi à un moment, quand la scène où Jimmy rentre chez lui, puis on entend la chanson de l'hymne anglais. Et c'est particulier, il n'y a pas un son qui est... ça sort du lot, quoi. Ça transcende complètement tout ce qu'on a vu, donc pas de musique rock, je veux dire, issue d'un gros groupe ou un truc comme ça, que des musiques qui sont finalement restées exceptionnelles, qui ont traversé comment s'appelle les décennies, quoi, notamment la musique de la maison là. Enfin non, je peux pas le faire, mais vous savez très bien à quoi je fais allusion, quoi. La scène finale là, quand Jim court dans le château là pour retrouver les filles. Combien de fois on l'a écouté, quoi, cette musique, quoi. C'est que je me remets dans le contexte, hein, fin 2000, quand je suis avec mes potes et tout, on écoute des musiques sur comment dire, sur une espèce de ce truc là, comment on appelait ça déjà, l'AirPod ou j'en sais rien. Puis donc on écoutait souvent la musique de 20 jours plus tard, et pour nous mettre un peu en tension, pour nous faire stresser, c'est bon souvenir. Et donc musicalement, rien à redire. Au niveau visuel, rien à dire non plus. Au niveau du jeu d'acteur, parfait, nickel. Hein, l'acting anglais, donc le meilleur. Hein, les Anglais, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Du point de vue de l'acting, ils nous surclassent, ils nous terrassent. Ils sont à des années-lumière, quoi. C'est juste incomparable. On n'est pas dans le même game, on n'est pas dans la même division. C'est terrible de voir à quel point on est amateur par rapport aux Anglais. Et puis bon, il faut qu'on parle, bien sûr, des principaux intéressés, les contaminés, les infectés, parce qu'en réalité, l'histoire de 20 jours plus tard n'est pas aussi, comment dire, transcendante que ça. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est les infectés, c'est tout ça, c'est le virus. Et d'ailleurs, tiens, je repense aux plans plutôt originaux de Boyle, la scène de la goutte de sang, par exemple, qui tombe dans l'œil de Brendan Gleeson, mais ça, c'était un truc de dingue. Comment on aurait pu penser à ça? Ah oui, d'ailleurs, j'aurais dû préciser maintenant, bon, j'ai mis un petit... Full spoiler, hein. Je spoil à mort, donc si vous n'avez pas vu les films, coupez tout de suite la vidéo, quoi. Vraiment, coupez-la. Je le rappelle, hein, je l'ai écrit, mais parce que j'ai oublié de le dire, mais voilà. Donc, la scène de la goutte, par exemple, c'est complètement dingue. C'est la caméra, enfin, je veux dire, on est à travers la goutte qui tombe dans l'œil du mec. Enfin, c'est une façon complètement, qui est très originale de voir l'infection se répandre chez quelqu'un, parce qu'on d'habitude, voilà. Film de zombies infectés, généralement la transmission se passe par la morsure ou un truc comme ça. Là, c'est la goutte qui tombe dans l'œil. Franchement, c'est original. Et on a affaire à un acting qui est exceptionnel, hein, avec un très bon doublage d'ailleurs, très très bon doublage. Moi, j'ai adoré le doublage de Christopher Eccleston, là, comment s'appelle, le Major West, qui est doublé par le mec qui double en général, je me souviens plus de son nom, mais celui qui doublait Robert Carlyle, Daniel Craig, tout ça, excellent doubleur. Et donc, je ne trouve rien à redire de négatif sur bien des plans, même si avec le recul, à force de le voir, je me dis... il y a des moments qui sont un peu bizarres, comme par exemple quand on voit Jim dans la ville de Londres. Pourquoi il n'y a pas un seul cadavre? Pourquoi il n'y a pas un infecté? Pourquoi il n'y a pas un peu de sang? Alors je sais bien qu'ils veulent faire durer le suspense machin, mais quand même, ça aurait été original d'en montrer un petit peu, au moins pour qu'on se donne une petite idée, comme ils ont fait par exemple dans The Walking Dead, avec Rick qui découvre directement les zombies dès qu'il sort de l'hôpital, dès qu'il est dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant, la poule et l'œuf, quoi, parce que qui a eu l'idée de faire réveiller son personnage principal d'un hôpital dans une invasion de zombies? Parce que 28 jours plus tard est sorti en 2002, et The Walking Dead est sorti en 2003, le comics. Et le truc, c'est que le temps que 28 jours plus tard arrive aux États-Unis,
il s'est écoulé, je crois, un an, un truc comme ça, ou quelques mois, et au même moment, le comics 20 jours plus tard sort. Donc c'est marrant, parce qu'il y a un hasard, il y a une coïncidence de calendrier. Je pense que c'est Boyle qui a eu l'idée de produire ça, parce que le film est sorti avant, en 2002, donc réalisé, je crois, en 2001. Donc on voit Jim se réveiller à poil dans sa chambre d'hôpital. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que le film est interdit au moins de 16 ans. Vous voyez Cillian Murphy à Walp avec son, voilà, avec son sgag et tout, donc ça a dû jouer, je pense, au niveau de la censure. Mais donc vous avez ce plan, et comment dire, un an après, on voit le comics The Walking Dead avec Rick qui se réveille dans sa chambre d'hôpital. Mais le truc, c'est que à l'époque, comme j'ai dit, il y avait pas Internet. Enfin, il y avait Internet, mais c'était pas non plus. Peut-être, remarque, hein, peut-être qu'un petit malin a été voir 28 jours plus tard et s'est dit, ah mec, j'ai une super idée, tu devrais peut-être réveiller ton gars dans l'hôpital pour faire comme dans le film et tout. Peut-être, en tout cas. Donc, on peut supposer que The Walking Dead 28 jours plus tard a influencé The Walking Dead dans la scène du réveil de l'hôpital. Bon, en tout cas. Il y a tellement de choses à dire en fait, c'est une vidéo de 2 heures pour parler d'un toujours plus tard, quoi, de chaque scène. Mais pour revenir aux défauts, donc, par exemple, le fait qu'on voit pas d'infectés et tout ça, moi ça m'a un petit peu désarçonné. Et il y a des moments un petit peu lunaires, comme. Alors, j'ai adoré le passage dans l'église, quand on voit les infectés se réveiller, et on peut se poser des questions de... Attends, ils se réveillent super vite, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils restent comme des plots, là? Pourquoi vous levez pas pour les soulever, Jim? Pourquoi vous restez là, prostrés? Et j'ai lu des commentaires, et des mecs disent que c'est des infectés qui n'ont pas vu de personne personne en vie depuis... normale depuis des jours, et en fait, ils ont dû halluciner quand ils ont dû voir Jim. Ils bloquent, ils bug, en fait, genre... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelqu'un, tu vois. Et ça, c'est un peu des moments qui me désarçonnent, quand je me dis, attends, qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ils se réveillent, là, il y en a 3, là, pourquoi ils montent pas les escaliers pour aller le défoncer, quoi? Et le plan, juste après, on voit donc le prêtre qui sort, qui fait un bruit pas possible dans les escaliers, et quand vous écoutez, vous remarquez que les bruits qu'il fait, le prêtre, quand il arrive, avant qu'il passe la porte, c'est les mêmes bruits que les chimpanzés au début, quand on les entend taper contre les cages. Quand on voit le virus se répandre, d'ailleurs, ça pareil, il faut que j'en parle, cette scène est complètement con, quoi, je veux dire, ça c'est une incohérence qui m'ulcère, c'est que des mecs de la protection animale rentrent easy dans un laboratoire militaire, mettent juste des petits gobelets sur les caméras pour rentrer, il n'y a pas d'agents, il n'y a rien, il n'y a pas de soldats qui gardent les portes, alors qu'on parle d'un virus qui est ultra dangereux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Alors peut-être que Boy, il a voulu faire un tacle aux mecs qui bossent dans la sécurité, ou alors, je sais pas, aux gens qui veulent défendre les animaux, je sais pas quoi, mais pour se moquer de leur folie, parce que les mecs ils viennent pour libérer des chimpanzés. Qu'est-ce que tu vas prendre un chimpanzé dans tes bras, quoi? Les trucs, ça a 10 fois ta force, c'est pas des petits macaques, quoi, c'est des chimpanzés, quoi, c'est des animaux sauvages, des trucs qui peuvent te marave en 2 secondes s'ils sont mal lunés, quoi. Donc on a des passages un petit peu lunaires, et le moment où on voit le prêtre arriver, d'ailleurs, c'est beaucoup supposent dans la réaction du prêtre, c'est qu'il met un peu de temps pour arriver, et il fait des gestes, vous savez, les infectés... quand il bouge comme ça là. Bon là c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que le prêtre lui dit va-t'en, sors d'ici, fuis, va très loin parce que je suis dangereux, etc. Beaucoup pensent que le prêtre voulait signifier ça quand il agitait ses bras. Et donc il y a le plan où on voit Jim se barrer de l'église et tout avec les infectés qui lui courent après, et j'ai pas trop kiffé cette scène parce que en fait il se fait sauver par Selena et un gars, et il lui balance des cocktails Molotov dans la gueule sur les infectés pour qu'ils crament, mais juste après ils font péter une station-service, le truc qui sert à rien, quoi, vu qu'ils sont déjà en train de cramer, ils vont tenir 10 secondes et ils sont morts, quoi. Mais les mecs ils font péter une station-service avec le risque de rameuter tous les infectés parce qu'ils sont en pleine nuit, et comme il le dit juste après, ouais, faut jamais se balader la nuit parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils font après? Un peu plus tard dans le film, tu vois Selena et Jim dans la rue en pleine nuit, dans le centre de Londres, juste avant qu'ils trouvent l'appart de Frank. Enfin, mais c'est des incohérences que personne visiblement n'a souligné, quoi. Et donc là je parle davantage des défauts que des qualités, mais ça c'est des défauts qui me saoulent. Par exemple le passage où on voit où le taxi passe dans le tunnel. Putain, mais qui fait ça, quoi? Le tunnel, il y a des cadavres là-dedans, il y a des comment ça s'appelle, des bagnoles qui sont défoncées, qui forment une pile. À quel moment tu traverses ça, quoi? Tu sais très bien que tu vas te crever un pneu, ou alors que tu vas te retrouver Keblo. Putain, mais je veux dire, ce genre de scène, moi cette scène me rendait fou, quoi. Alors c'était un peu, je pense, pour détendre l'atmosphère, tout ça, mais il y avait un meilleur moyen de faire ça, je pense. Et ça fait partie des petites scènes incohérentes qui m'ont un peu saoulé, quoi. Et pareil aussi, moi j'ai un peu du mal avec ça, c'est que, ok, l'infection, etc., c'est super virulent, super violent, mais je veux dire, tu stoppes un virus comme ça très vite. Dès qu'il y a les premiers foyers d'infection dans les grandes villes, bim, tu alertes, je sais pas, la sécurité nationale, tu crées des forteresses, tu interdis aux gens de sortir de chez eux, tu mets juste des militaires dans la rue, puis tu dégommes tous ceux qui courent, qui ont l'air suspects. Le virus, il est endigué en 2 jours avec ça. Comment il a pu se répandre dans tout le pays comme ça? Et je rappelle que l'Angleterre n'est pas la seule à être envahie, hein. Il y a également l'Irlande. J'ai compris ça dans le 3e volet, parce que je savais pas qu'est-ce qu'il pouvait advenir de l'Irlande, mais l'Irlande est infectée.
Ce qui est complètement stupide, parce que, bah, à moins d'avoir un infecté dans un bateau isolé, je sais pas quoi, et qui se libère, enfin, même ça, je veux dire, c'est incohérent. Donc, c'est ça le problème de... Le truc, c'est que ces zones d'ombre sont éclipsées par l'intelligence de la mise en scène, par, comment dire, pas par la vision, comment dire, la vision très visionnaire de Danny Boyle. Toutes ces incohérences, mine de rien, elles sont vite gommées, quoi. Et ça, c'est quelque part une preuve une preuve du talent de Danny Boyle. Le mec a réussi à gommer les défauts il les a maquillés pour mettre en avant d'autres scènes qui sont davantage marquantes, qui sont, qui restent greffées là. Et même si d'ailleurs, pour anecdote, il s'est pas trop fait chier en fait, Danny Boyle, hein, par rapport au niveau du scénario, parce que finalement, passé la seconde moitié du film, on est dans le jour des morts vivants, parce que c'est les militaires qui sont pas sympas et qui ont un zombie entre guillemets qui est enchaîné exactement comme dans le jour des morts vivants avec le scientifique qui a le zombie Bud sur lequel il fait des expériences. Là, c'est la même chose quoi. Donc l'infecté qui est attaché, que donc ils attendent de voir quand est-ce qu'il va crever de faim, tout ça. Mais il y a tellement de... Moi, ce qui me... Enfin, ça, c'est les défauts, mais concernant le reste, parce que j'ai... Mais ce film, je veux pas l'oublier, quoi. Il reste gravé là, les dialogues, je les oublie pas. Il y a de l'intelligence, il y a de la vitalité, il y a, je sais pas, il y a tout, quoi. Il y a tout qui fait que ce genre de film ne peut pas sortir aujourd'hui. Tellement il est puissant, tellement il est intelligent, tellement il est en avance, tellement il est, pertinent dans ses dialogues. Dialogue sur la vie, sur la survie, tout ça. Alors on n'est pas bien sûr dans du... je sais pas quel dialoguiste je pourrais sortir, mais on n'est pas dans du... Je veux dire, on n'est pas dans le top du top du top du panier, mais on est quand même très 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 au-dessus de ce qu'on a l'habitude de ce qu'on voit aujourd'hui et de ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Surtout dans ce genre-là. Les dialogues du jour des morts vivants, c'est complètement lunaire, quoi. Pourtant, c'est un film de Romero. Hein. Romero, pourtant, les dialogues, c'est nanardesque, quoi. Alors que là, il y a une profondeur, il y a une humanité. Notamment quand Selena dit, ouais, ça te fait quoi de vivre dans un monde où il y aura plus jamais de romans qui vont être publiés, plus jamais de CD qui vont sortir. Parce que c'est vrai, on est dans un monde qui est détruit, quoi. Enfin, du moins, qui est détruit. Peut-être pas en surface, mais de fond, parce que c'est pas comme si les buildings étaient effondrés. Il y a que, je crois, la ville de Manchester qui a été cramée par les soldats pour buter un max d'infectés, mais globalement, les villes tiennent encore debout. On l'a bien vu avec Londres dans le deuxième volet. Même pour d'autres bleds. En tout cas, c'est un film qui laisse pas indifférent à tous les niveaux, au niveau de la musique, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de l'histoire, au niveau de la terreur que des infectés, parce que ça, faut qu'on en parle, oui, les infectés, c'est... une des raisons, d'ailleurs, je disais, pour lesquelles il est interdit aux moins de 16 ans, je pense, c'est qu'à un moment, on voit des infectés à Walp. Rappelez-vous la scène où il y a le Major West qui est dans la forêt, là, quand il... Pareil, ça, c'est une incohérence totale. Il y a Jim qui se casse, donc des militaires, machin, il arrive à se barrer, il va à la base pour les attirer, et qui se pointe le Major et un soldat. Non mais... T'envoies pas le Major il est censé rester au château, et il envoie 3 mecs solides, pas lui, un autre gars, enfin c'est incohérent. Et donc bref, le Major West, à un moment, bah, il se retrouve tout seul parce que Jim a défoncé un des gars, et il bute des infectés, et cette scène est terrifiante parce qu'on les voit sortir de la forêt, on sait pas ce qu'ils foutaient là, et ils arrivent, et dans le lot, c'est pas bien montré, mais il y en a 2 qui sont nus, et tu vois une femme infectée qui est à poil, et c'est terrifiant, quoi, parce qu'on voit les comportements, là c'est devenu des animaux, quoi. Ils sont revenus à l'état sauvage. Et c'est ce qui, justement, fait la force et le charme des infectés de ce 28 jours plus tard et de ce 28 semaines, parce que c'est des créatures qui sont à part, qui sont terrifiantes, qui, encore une fois, on n'avait jamais vu ça. Et c'est ce qui est flippant, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre à leur place. Les zombies, on peut avoir une certaine forme de... pas d'empathie, mais on peut s'identifier à eux s'ils sont encore un peu frais, s'ils nous ressemblent, tout ça. Mais les infectés, c'est encore plus vicieux, parce que on se voit, comme c'est réaliste, on s'imagine être infecté par le virus de la fureur, de la rage, tout ça. Et bah donc on s'exprime de cette manière en agitant les bras, en ayant des spasmes musculaires, des cris dégueulasses, où on crache du sang. Il y a tellement de scènes aussi, pareil, toutes les scènes d'infectés font peur. Il n'y a pas une seule scène qui est pas terrifiante. Le passage où il y a le Monsieur Bridge et sa fille qui passent à travers la vitre de la baraque là, pour attaquer Jim. Cette scène, pareil, est intemporelle. Quand on voit les 2 traverser les vitres, alors moi je comprends pas trop, parce qu'il y a une baie vitrée au-dessus, parce que si vous vous rappelez bien, il y a le daron qui passe par la vitre de devant, là, et puis t'as la fille qui descend, comme dans un film d'horreur, là, qui passe par-dessus il y a une vitre au-dessus, visiblement, bam, elle passe à travers. J'ai trouvé ça con. Ça va trop vite, on peut pas s'en rendre compte, mais ça aurait été plus logique que les 2 passent en même temps à travers la fenêtre. C'est des petits détails, hein, mais voilà. Et donc, remater cette scène, quand on voit, je crois que c'est Selena ou Mark qui chope la fille, ouais, c'est Mark, il chope la fille, comment il la retourne, visuellement, on a du mal à imaginer que c'est un film qui a été tourné en 2001, parce que c'est vachement nerveux, ça sonne récent, ça sonne crédible. Et
J'oublierai jamais cette scène, j'oublierai jamais la scène de l'escalier, quand ils se font courser par les deux infectés qui vont super vite, quand on voit leurs yeux rouges, il y a pas un moment, enfin quand les mecs ils passent devant la caméra, il y a leurs yeux qui sont injectés de sang, puis on sent qu'ils souffrent, ils sont atteints de déshydratation, ils sont prisonniers du virus, c'est terrible, c'est terrible. Moi je suis convaincu que ces infectés souffrent à l'intérieur, parce qu'ils ont conscience d'être, exactement comme les infectés du Cordyceps dans The Last of Us, ils sont conscients qu'ils sont sous l'emprise, qu'ils sont esclaves du virus, et voilà, ils peuvent rien faire, c'est plus fort qu'eux, ils sont complètement esclaves. Et donc il y a cette scène-là, la scène de l'attaque, évidemment, là où il y a les militaires qui tirent dans le tas, exceptionnel. Puis Mailer, le soldat Mailer, le soldat enchaîné qui se répand dans la maison et qui infecte les mecs les uns après les autres. Enfin non, il en affecte un seul, le mec avec son chapeau, rappelez-vous, quand il passe travers la fenêtre et puis il lui vomit du sang à la gueule. Putain, mais c'est... Putain, quand j'ai vu ça... Puis alors, le mec qui joue Mailer, il est fantastique parce qu'il a de la malveillance dans son regard, on voit qu'il veut tous les buter, quoi, quand il tourne la tête comme ça, là, avec ses yeux rouges, c'est terrifiant, quoi. Et rematez la scène, par exemple, de la cuisine, quand il course le cuistot, et qu'il se planque sous l'évier, il y a donc Mailer qui rentre dans la cuisine, il fait le tour, il est vraiment... C'est même plus contrôlé, quoi. Il est consumé par la rage. Et il y a un des soldats qui se pointe en haut de l'escalier et fait Hey Mailer, où il l'appelle. Et vous avez ce plan où Mailer se retourne comme ça, avec une, je veux dire, à vitesse grand V. Il a cette malveillance en lui. Quand j'ai vu ça, j'ai sursauté direct, quoi. Et puis en plus, le pauvre, le mec qui s'apprête à buter Mailer, il se fait sauter dessus par l'autre avec sa chapka là. Enfin, il a une autre façon de courir, enfin il lui saute dessus, puis le mec il se fait embarquer, on l'entend hurler, et j'avais lu les commentaires de Danny Boyle et d'Alex Garland, à l'époque quand c'était sur le DVD, il y avait les commentaires des réalisateurs, scénaristes, tout ça, et ils expliquaient qu'en fait ils voulaient mettre les infectés à Walp, donc nus, parce que ils voulaient démontrer le côté primaire de la rage, quoi, donc des infectés à poil, qui sont en érection, tout ça, qui violent leurs victimes, c'est... Honnêtement, je suis pas contre l'idée de voir ça, d'un point de vue horrifique, mais ce serait chelou, quoi. Je serais curieux de voir ça, vraiment dans un délire hardcore, pour montrer jusqu'où ça va, mais je pense que ce genre de scène me traumatisera à vie, quoi. Parce qu'on peut vraiment imaginer des trucs horribles, hein, genre ils éjaculent du sang, des trucs comme ça. Oh, Le pire, c'est que ce virus reste crédible du point de vue des réactions, ça, le fait qu'il meure de faim, etc. Ça joue vraiment en crédibilité par rapport aux zombies ou morts-vivants classiques. Autre scène qui m'a vraiment marqué d'ailleurs dans la scène finale, c'est quand le soldat, qui est celui qui a la chapka, il course, il est dans les couloirs, et puis à un moment, il y a Anna qui se planque derrière le miroir, et vous avez donc cet infecté qui rentre dans la salle de bain, et il pousse ses cris, vous savez, et il se met devant le miroir, et si vous regardez sa posture, eh bien, il fait comme s'il tenait un fusil. Il a en fait comment ça s'appelle, la mémoire musculaire, ou je sais pas quoi, le souvenir qu'il était un soldat, et regardez-le comment il s'approche comment ça s'appelle, du miroir, c'est comme s'il tenait son flingue, et c'est terrifiant, quoi. Les mecs, ils ont pensé à ça, quoi. Ils ont pensé à ce petit détail. Il est pas genre les bras ballants sur le côté, avec des... Non, il est comme ça. C'est angoissant, parce que ça rajoute encore plus d'humanité dans cette créature. Pareil, cette scène m'a terrifié, quoi, avec l'orage, la musique, c'est tellement viscéral, quoi, c'est viscéral, je sais plus, mais Boyle, c'est pour ça d'ailleurs, enfin, pour ça que pour moi c'est un génie, c'est que ce mec, il a son identité, et c'est une identité qui vous colle à la peau, quoi, c'est-à-dire, vous voyez ce truc-là, ça vous hante, en fait, c'est des films qui vous hantent, et 28 jours plus tard me hante encore, plus de 20 ans après. Naturellement, je ne parle pas de la scène où Cillian Murphy plante ses doigts dans la gueule du mec, enfin dans ses yeux. Tellement de scènes marquantes, et un film qui finit sur une happy ending, alors que donc à la fin, il s'en sort, tout ça, tout le monde survit. Même si il y a une scène coupée où on voit Cillian Murphy mourir. En fait, il se prend comme dans le film, il se prend la balle du Major West. Selena essaie de le réanimer, comme on voit vite fait dans le flashback, sauf qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à le réanimer, et donc on voit Jim qui repense, qui se remémore sa vie d'avant, quoi, quand il était coursier et tout, et il meurt, quoi. Donc le film se termine comme ça, et il y avait également une fin alternative qui a été uniquement storyboardée, qui est complètement conne, mais qui est relativement intéressante, qui aurait pu être... En fait, comment il s'appelle, quand il se fait infecter, donc le père, Brendan Gleeson, il se fait infecter, Jim l'assomme, et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'attachent et tout, donc ils le maintiennent en vie, et ils cherchent un laboratoire pour potentiellement le ramener à la normale. Et en fait, ils trouvent un scientifique qui est reclus dans son labo, et en fait, Jim se sacrifie, il fait un transfert de sang, et il donne son sang à Frank qui survit, et donc Jim meurt.
Complètement con l'histoire, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, dans un délire vraiment. Mais là, ça enlèverait toute forme de réalisme. En tout cas, c'est 28 jours plus tard avec une belle petite claque, même si je lui mets pas un 10 ni un 9, je lui mets un solide 7 sur 10, parce que bah il y a quelques défauts, des défauts mineurs, mais qui, les uns après les autres, enfin c'est des petites incohérences, les unes après les autres, ça finit par peser. D'ailleurs, dans les scènes coupées, il y a un passage atroce où on voit les infectés rentrer dans le comment ça s'appelle, dans la maison. Parce que dans le film, dans la version qu'on connaît, Jim rentre, plante sa baïonnette dans le cuistot, et après il se planque, il va dans le château, dans les recoins, tout ça. Alors que dans les scènes coupées, bah en fait les infectés ils rentrent en masse, ils bouffent le mec, le cuistot, et puis Jim il se pointe en loose day, il fait style d'en être un, puis il passe à côté des mecs et tout, tu vois. Et c'est intéressant. En tout cas, bah, le film est cool, hein. 7. J'exagère un peu. 7,5, 8 sur 10. Allez, 8 sur 10. Bon, voilà. Maintenant, il est temps qu'on parle de 28 semaines plus tard, film que vous détestez pour beaucoup d'entre vous. Alors, ce qui est génial avec 28 semaines plus tard, c'est qu'on n'a pas attendu longtemps avant de voir cette suite, justement, parce que 28 semaines plus tard est sorti en 2007. Et c'était la grosse surprise, parce que bon, bah, il est sorti donc 5 ans après le premier volet, ils n'ont pas perdu de temps, et bah, ça a été une méga surprise de voir ce film, et je me souviens de ma réaction, hein, malheureusement, ma réaction était un petit peu biaisée, parce qu'à l'époque, on était dans les débuts d'Internet, vraiment les débuts, je parle à l'échelle de masse, à savoir, au lycée, on allait tous sur YouTube, c'était les débuts, vraiment, je me rappelle, quoi, genre ouais, pendant les cours d'info, quand la prof avait le dos tourné, on allait sur YouTube, on allait sur Google, tout ça. Et je me rappelle que moi, je suivais beaucoup l'actu ciné sur Allociné, tout ça. Et donc, je glanais des scènes de 28 semaines plus tard, je regardais les trailers, tout ça, j'étais fasciné. Je commençais à me créer ma culture ciné à ce moment-là. Et justement, il y avait la scène de la maison qui était diffusée, je crois, comment dire, avant de sortir au cinéma, voilà, elle était diffusée gratos comme ça sur YouTube pour qu'on soit mis dans le bain. Et bah, je me rappelle, j'avais montré cette scène à mon pote de l'époque, et on était impatient de le voir, quoi. Scène qui a été réalisée, pour rappel, par Danny Boyle, donc le réalisateur du premier. Le film 28 semaines plus tard a été réalisé en soi par Fernando Fresnadillo. Excusez-moi, j'ai pas checké le nom, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me rappelais de tous les noms, vraiment tous les blazes, et là maintenant, bah, je gâtouille, hein, que voulez-vous, c'est l'âge. Et la scène d'intro, en tout cas la scène de la maison, la légendaire scène de la maison, a été tournée par Danny Boyle, et ça fait partie d'une des scènes les plus stressantes qu'on a vues au cinéma à tous les niveaux, quoi. Stressante, mais également réaliste, où on voit la réalité humaine, à savoir le mari qui abandonne sa femme parce qu'il sent qu'il est baisé, c'est foutu. Alors, et moi, je peux pas juger, quoi, parce que d'un côté, on peut se dire, bon, c'est pas très chevaleresque, le mec, il aurait pu attirer les infectés pendant qu'elle elle peut se barrer, comme ça, lui, il se fait bouffer pendant qu'elle survit, mais dans la vraie vie, on sait très bien comment ça marche, quoi. C'est pour ça, les gars qui vont le taxer de lâche, je veux dire, quand on voit comment ça se passe dans la rue, quand on voit comment les mecs baissent les yeux quand il y a des embrouilles, des trucs comme ça, ne venez pas faire la leçon, quoi. Vous auriez été dans ce cas de figure, vous auriez été dans une maison remplie de tarés qui veulent vous déchiqueter en mille morceaux. Vous auriez pas hésité une seule seconde, hein. Vous auriez abandonné votre mère, votre mari, vous auriez abandonné votre mère, votre femme, votre gosse. C'est une bonne partie d'entre vous, vous auriez fait ça. Peut-être moi aussi, hein, c'est terrible, hein, j'espère que jamais ça se produira, parce que je pourrais pas supporter l'idée je veux dire, d'avoir ça sur la conscience. Mais quand vous êtes comment ça s'appelle, dans un contexte de survie, vous réfléchissez pas, quoique, on blâme Don parce qu'il a abandonné sa femme, mais je rappelle que le mec, il s'est emmerdé pendant 2-3 minutes à massacrer de l'infecté à la chaîne à coup de pied de biche, quoi. Le mec, il a laissé tout le monde se barrer pendant que lui, il était tout seul à gérer tous les infectés qui rentraient dans la cuisine, quoi. Alors que le mec, à la base, il en avait jamais fracassé, je pense, avant l'infection. Il a fait preuve de courage. C'est juste que. C'est peut-être même d'ailleurs assez incohérent, quoi, parce que le mec, il a les couilles de tenir tête à des infectés qui rentrent comme ça, et dès qu'il est là-haut, bon, bah, il abandonne sa femme, quoi. Il dit pas en mode, bon, allez, vas-y, allez, venez me chercher, chérie, barre-toi. Mais c'était génial, en fait, le fait qu'il fasse ça, parce que ça montrait une part de réalisme et d'humanité, quoi. Comment dire. Bah, c'était génial, simplement, au niveau de la mise en scène. La musique, d'ailleurs, Boyle a eu l'idée de reprendre la musique de John Murphy, ouais, John Murphy, le compositeur de la musique, là, Hortino Box, ou je sais pas quoi, une house, c'est la même musique. Et vraiment, la scène où on voit l'infecté, moi, c'est celle que je préfère, mon passage préféré dans la maison, enfin, il y en a deux, c'est quand il y a la meuf, là, qui regarde par la... Rappelez-vous de cette intro, quoi. Puis même, pas que l'intro, mais l'arrivée du générique, je me souviens, avec le logo DNA, le logo, vous savez, donc, du studio, avec la musique par-dessus, une musique angoissante, mystérieuse, où on sait qu'on va revenir en enfer. Et juste après, on voit tous ces gens vivre dans le noir, complètement coupés du monde, dans l'attente que les infectés disparaissent, où ça se rationne et tout. C'est génial, ça vous mettait directement dans le bain quand il y a la porte qui s'ouvre et qu'il y a la lumière de soleil qui les aveugle, parce que ça fait des semaines qu'ils l'ont pas vu. Puis bon, ce passage où on voit la meuf là qui regarde par la fenêtre, puis on a l'infecté qui pointe sa tronche avec ses yeux. Je montrais ça à ma copine,
J'ai cru qu'elle allait sauter par la fenêtre tellement ça lui a fait peur, mais cette scène est géniale, quoi. Voilà, la gueule de l'infecté qui arrive, elle passe la main à travers le mur ou je sais pas quoi, et il y a ce plan vraiment qui est ouf. Rematez cette scène, la caméra en fait suit le bras de l'infecté, en gros, la caméra passe de l'intérieur de la maison à l'extérieur, et l'objectif se focus, donc passe sur le visage de la meuf qui hurle, là, voûte, sur ses yeux qui regardent, comment dire, ce qui se passe, quoi. Ça c'est génial, ce genre de moment, et ça c'est du pur Boyle au sommet de son art, quoi. Naturellement, enfin pareil, le passage où on voit les pauvres petits vieux, là, le petit vieux qui tient la porte pour que sa petite femme se casse, mais voilà, les mains passent à travers, puis il se fait choper par les infectés, puis la petite dame, la petite mamie, elle se fait cramer par les... Puis la petite dame, la petite mamie, elle se fait choper par les infectés, mais c'est horrible, c'est sans pitié, quoi, c'est... mon Dieu, mais c'est génial, c'est génial. Ça c'est de la vraie peur, quoi, c'était vraiment de la vraie terreur, c'était terrifiant. Et donc, ce qui est génial avec ce 28 semaines, c'est qu'on est dans une suite logique, à savoir, l'Angleterre est purifiée des infectés, l'armée revient, enfin l'armée américaine, vient s'installer, vient occuper Londres pour repeupler la ville. Alors, je sais bien que le scénario est incohérent dans le sens où, la femme de Dan a survécu. Comment elle a fait, sachant que les infectés ne se contentent pas simplement de bouffer, ils vous ravagent la tronche. Si... Voilà, ils vous maravent si jamais ils vous croisent, ils s'arrangent pour vous buter à coups de poing, à coups de talon. Voilà, c'est sans pitié. Et puis elle s'est fait agresser par je sais pas combien dans une seule et même prise, enfin dans la comment ça s'appelle, dans la maison. Comment elle a pu survivre, comment elle a pu se barrer, etc. Alors après, ma théorie, c'est que je pense qu'un infecté a dû la mordre, je veux dire la choper, la balancer contre un mur, elle a dû s'assommer, enfin elle a dû se taper le crâne, partir, je veux dire, tomber dans les vapes, et ils ont dû croire qu'elle était morte, et après ils se sont tirés, peut-être, c'est ce qu'on peut imaginer. Parce que à l'époque, les infectés pensaient pas spécialement à se nourrir, juste à comment ça s'appelle, à infecter puis se barrer. C'est pour ça qu'ils meurent de faim en général, enfin je pense. Et comment dire, je pense qu'au départ ils n'ont pas la conscience de se nourrir, c'est juste ils sont là pour fracasser et basta. Et même quoique, parce que comme ils vivent plusieurs semaines et qu'on est censé mourir après 3 jours de déshydratation. Et la déshydratation, mon Dieu que c'est horrible. La déshydratation, je crois que c'est une des pires tortures. C'est encore pire que rien bouffer, quoi, parce que c'est atroce. Et donc, comment dire, ils ont peut-être l'intelligence de, par exemple, de jeter dans des mardeaux pour boire un petit peu, je sais pas quoi, comme des animaux, comme ce qui est montré dans 28 ans plus tard, justement, c'est ce que j'ai relativement apprécié. Mais bon, on va revenir excusez-moi pour la digression, mais bon, elle a survécu, ok, mais ce qui est un peu agaçant, c'est le coup du mari qu'à son laissez-passer et qui a accès à toutes les pièces les plus sensibles du quartier général, y compris le laboratoire où il y a le virus, etc. Donc, bon voilà, quoi, c'est... ce genre d'incohérence, ça peut rendre fou. Mais globalement, c'est la seule grosse incohérence. Enfin, ce sont les seules grosses incohérences qu'il y a, mais en même temps, les gars, regardez 28 jours plus tard, il y a encore plus d'incohérences. Enfin, il y a encore plus de stupidité, comme j'ai dit, le passage du taxi dans le tunnel, le coup du. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore faire péter une station-service alors que ça servait à rien, se balader peinard dans la ville alors qu'il est censé y avoir des infectés qui traînent, bon, voilà quoi. En tout cas, 28 semaines plus tard, pour moi, mérite d'être réajusté à ça. Mérite d'être. Pardon. Je vais y arriver. Il mérite qu'on lui donne une seconde chance parce qu'il est, surtout après qu'on ait vu le 3, parce qu'il y a énormément de scènes qui sont iconiques, qui sont exceptionnelles. Je sais que certains trouvent nanardesque le passage de l'hélicoptère qui tronçonne les infectés, mais j'ai trouvé ça génial perso. D'ailleurs, je crois que c'est sorti presque en même temps, mais parce qu'on a la même scène que dans Planète Terreur. Dans Planète Terreur, rappelez-vous, le passage de l'hélicoptère qui défonce les zombies. Là, pour le coup, c'est nanardesque, c'est vrai, mais bon voilà, je me dis, pourquoi pas, ça m'a pas tant choqué que ça, en fait, dans 28 semaines plus tard. Il y a... ce qui est génial dans ce film, c'est que les infectés font peur. Ils font encore plus peur que dans le premier volet. Ils sont tout aussi nerveux, tout aussi terrifiants, tout aussi énervés. Mention spéciale, Robert Carlyle en infecté, il est génial, terrifiant. Franchement, je trouve rien de spécial à reprocher à ce 28 semaines plus tard, parce qu'il est cohérent au niveau de l'histoire, à savoir on rapatrie des mecs, on les fout à Londres, etc. Alors après, certains vont dire oui mais les Américains, enfin les militaires feraient jamais ça. Non mais le truc c'est que c'est aussi une critique du militarisme. Le film est avant tout conçu pour faire une espèce de parallèle avec la guerre en Irak, avec les Américains qui bombardent, qui font des conneries, tout ça. Bon, c'est un parti pris antimilitariste pas très courageux, on a déjà vu ça dans tout le temps en fait. Tous les films globalement sont antimilitaristes, j'ai bien l'impression, parce que les militaires sont montrés comme des ordures. Romero l'a montré dans son Jour des morts vivants, dans Diary of the Dead, Danny Boyle l'a montré dans son 28 jours plus tard. Bon bah là ici on l'a montré dans 28 semaines plus tard. C'est assez parti pris comme un autre, en tout cas, c'est même si moi personnellement je suis contre, je trouve ça désespérant. Je dis pas que l'armée c'est génial, à aucun moment j'ai envie d'aller, j'ai jamais eu envie d'aller chez eux, mais comment dire, c'est un peu facile quoi, c'est
Bon, en tout cas, 28 semaines plus tard, j'apprécie beaucoup. Même au niveau de la musique, la tonalité, il y a rien à dire. Je crois que c'est John Murphy, pareil, qui a composé. Donc, en soi, je comprends pas les fans de 28 jours plus tard qui n'aiment pas 28 semaines. Parce que c'est une suite logique, c'est dans la même lignée, c'est dans le même ton, c'est dans le même mood, c'est dans la même ambiance, c'est dans le... Je vais pas dire que c'est tout pareil, mais pas loin. Au niveau de l'angoisse, c'est du même niveau. Au niveau du stress, c'est pareil. Au niveau de l'horreur, c'est encore plus violent, c'est encore plus sanglant. Là, le passage des doigts dans les yeux, mais mon Dieu, quoi, quand la scène où Don se fait infecter, quelle horreur, quoi, quand il se fait infecter, c'est tout ce que j'ai à dire sur 28 semaines plus tard. En réalité, j'ai pas plus de choses à rajouter parce que des tas de scènes cultes, hein, des personnages pas spécialement attachants. J'ai pas spécialement été attaché au gamin, ni à la Toubib, ni au sniper, Jeremy Renner, hein, dans ses premiers grands rôles. J'ai pas spécialement été attaché au personnage, par contre, j'ai été marqué par l'histoire et par l'ambiance. Des fois, ça allait un petit peu trop loin par rapport aux effusions de sang, notamment quand on voit la Toubib qui bute un infectant, lui tirant une balle dans la tête, elle explose comme si elle avait envoyé un obus de je sais pas quoi, enfin une roquette. Non, ça va, c'est juste une balle dans la tête explose pas comme ça. Alors après, c'est peut-être le sang qui est virulent, qui se répand plus vite, je sais pas, qui champignonne, je sais pas. Mais, qu'est-ce que. Comment ne pas mentionner la scène finale dans Paris, quoi. On voit les infectés se répandre dans la ville de Paris, mais remettez-vous là aussi dans le contexte, tu sais, surtout pour les Français, quoi. T'imagines, tu vas au cinéma, tu vois, putain, ils prennent cher les Anglais, et là, à la fin, putain, je connais ce métro, là, c'est les rues haussmanniennes, ça. Ah merde! Ah oui, d'accord, en fait, on est foutus nous aussi, quoi. Et ça, c'était génial. Également, je peux rajouter d'autres scènes, hein, parce que ça s'arrête jamais, en fait, 28 semaines plus tard, quand il y a à partir du moment où la ville est fracassée, ravagée, même la scène du bombardement, le bombardement de Londres, c'est super impressionnant. Vous avez les premiers avions qui passent, avec l'explosion, là. Le passage, on voit les infectés courir après le groupe là dans la campagne là, avec ces visages sur les plans, ces plans sur les visages des infectés avec le sang là qui coule par les yeux, tout ça avec la bouche ouverte quand ils hurlent. En plus, ce qui est génial, c'est que ces infectés sont, je veux dire, ils s'en battent les couilles de ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire, ils courent dans des n'importe où, dans des métros. À un moment, on les voit courir, rappelez-vous, dans les couloirs de métro. Alors qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, mais ils y vont quand même, c'est terrifiant. Donc on peut imaginer qu'ils voient de nuit, etc. J'ai adoré le passage, on voit l'hélicoptère qui essayent de dégommer la bagnole dans les rues de Londres qui sont gazifiées, enfin gazées, ou je peux gazées, pardon, qui sont gazées, avec les impacts de balles qui tapent contre l'asphalte, tout ça gicle de partout. Le passage dans le métro, dans les couloirs, quand ils avancent dans le noir total en marchant sur les cadavres desséchés, des survivants qui ont dû se barrer, qui ont dû tous se faire buter, je sais pas quoi, dans les escaliers, ou alors on peut imaginer que c'est des infectés qui sont morts de faim, qui sont en état de décomposition. On sait pas, mais en tout cas, le mystère plane. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de. Enfin, le potentiel était dingue. Et ils l'ont fait. Ils ont assumé et ils ont proposé exactement ce qu'on voulait voir. Je suis désolé, 28 semaines plus tard, c'est exactement ce que je voulais voir. Je voulais voir de l'action, je voulais voir de l'apocalypse, je voulais voir des infectés, je voulais voir du spectaculaire, je voulais voir du flippant, je voulais voir une ville abandonnée, ravagée. J'ai eu exactement ce que je voulais. Donc je vois pas ce que vous pouvez reprocher. Si vous êtes pareil, je vois absolument pas ce que je peux reprocher à ce film. Donc voilà, il y a des défauts, certes, mais ça reste pour moi, ça reste un excellent film d'horreur post-apo avec des infectés. Pour autant, je lui mets pas une meilleure note que 28 jours plus tard, parce que 28 jours plus tard avait moins de budget, c'était nouveau, c'était novateur, ça avait beaucoup de courage. Je lui mets un petit... Oh non, je vais pas déconner. Bon, vous savez quoi, je vais revoir mon jugement, je mets un 8 à 28 jours plus tard et je mets un 7 à 28 semaines. Ça va, c'est... honnête. Et maintenant, enfin, il est temps qu'on parle de ce 28 ans plus tard, enfin qu'on en reparle, que j'en reparle, parce que j'y ai repensé, je me suis refait le film dans ma tête, j'ai rembobiné, mais il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a absolument rien qui va, il n'y a que des incohérences, que de la stupidité, c'est un pur produit de son époque, comme j'ai déjà dit. Et malheureusement, Danny Boyle comme Alex Garland, ils ont fait tous les deux à leur fanbase un beau... à ceux qui ont adoré le premier et le second volet, parce que ce film n'a absolument rien, il n'a aucune essence, enfin, il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu dans les premiers. Ne serait-ce qu'au niveau de la maturité. Alors oui, je sais, il y a des infectés, tout ça, bien sûr, mais on n'est pas dans le même délire. En fait, c'est con, mais 28 jours et 28 semaines plus tard, si je dois comparer avec The Walking Dead, 28 jours et 28 semaines, c'est les premières saisons, et 28 ans plus tard, c'est The Walking Dead World Beyond. C'est du même niveau. 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, c'est The Last of Us 1 et The Last of Us 2, et 28 ans plus tard, c'est la série The Last of Us. Pur produit de son époque, du point de vue idéologique très discutable. Là, on sent bien que Garland, il est à fond dans le progressisme. Là, il sent que c'est l'époque, en quelque sorte. Il se dit, oh là là, je vais essayer de faire mieux que Druckmann, je vais essayer de faire plus progressiste que lui. Je vais bien montrer que, voilà, le daron, c'est un mâle blanc qui est pas du tout exemplaire, alors que le mec, il est relativement cool. Je veux dire, il est quand même...
Je sais pas, il est censé être montré comme un daron toxique. Moi, je sais pas, perso, je sais pas ce que j'aurais donné pour avoir un père comme lui, quoi. Le gamin qui prend le leadership, qui fout son daron dehors, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Et donc, c'est le gamin qui fait équipe avec sa mère comment dire, voilà, qui est en état de démence, c'est eux les héros, quoi. On est censé être dans un film interdit aux moins de 16 ans, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et y a rien qui va, y a rien qui va. Y a que au niveau de l'esthétique que c'est bon. Je vais pas critiquer l'esthétique, hein, tout ça, le fait de tourner à l'iPhone, j'ai trouvé ça génial, mais du point de vue, du point de vue de l'originalité au niveau de l'histoire, mais c'est naze, quoi. Alors, j'ai fini par accepter le trailer, j'ai fini par me dire, en fait, c'est pas mal, c'est pas con, ça a l'air mature. L'idée de l'Angleterre qui est confinée depuis 30 ans, pourquoi pas aller, parce qu'ils sont sûrement surveillés par les satellites, machin, donc ils voient qu'il se passe toujours des trucs, donc les mecs, ils osent plus y mettre un pied, voilà, donc on peut se dire, allez, pourquoi pas, les puissances européennes surveillent, parce qu'on voit bien que dans la bande-annonce, il y a des mecs de l'ONU, donc on se doute bien que l'Europe a pu survivre, comme il le dit d'ailleurs le Suédois, là, où il explique, enfin non, au début du film, ils expliquent bien que l'Europe a réussi à maintenir l'infection, à contenir, et que maintenant l'Angleterre est dans une quarantaine totale et absolue. Le truc qui me rend zinzin, c'est les incohérences, et notamment justement, je parlais du Suédois. Genre le Suédois, il explique à un moment, ouais, en fait notre bateau il a coulé et donc on a échoué sur votre île. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des frégates qui surveillent sans arrêt le pays, ce qui n'a aucun sens, hein. Du point de vue économique, ça doit être une folie de dépenser autant de pognon pour surveiller plusieurs îles, quoi. Enfin, je veux dire, un continent entier, enfin, parce que l'Angleterre, Irlande, tout ça, ça représente quand même pas mal de terre. Et donc, je sais pas, ton bateau il coule, t'es avec ton petit Zodiac, tu restes sur place, tu vas pas aller sur le continent pour crever, sachant qu'ils vont pas venir te chercher. Quitte à autant crever dans ces cas-là, autant mourir sur place, autant mourir en air, quoi. Tu restes dans ton Zodiac et puis t'attends, parce qu'évidemment, quand ton bateau coule, t'as le temps de lancer un SOS, c'est pas comme s'il coulait en 2 secondes. Donc tu t'attends sur place qu'on vienne te chercher. Là, non, les mecs, ils arrivent sur l'île. Ça n'a aucun sens. Ce film est un best-of d'incohérences et c'est fait exprès, je pense, parce que plus vous avez d'incohérences, plus vous les multipliez, excusez-moi, comment dire, c'est une espèce de jeu de l'esprit, quoi. On vous noie d'incohérences pour que vous réfléchissiez, et pendant que vous réfléchissez sur ces incohérences, vous oubliez à quel point ce film c'est de la merde. Mais si vous vous posez la question à la fin de vous dire, je sais pas si j'ai aimé, c'est que vous n'avez pas aimé. Si vous pensez ça, si vous pensez que vous n'avez pas apprécié, si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'avez pas aimé. Quand on kiffe quelque chose, on le kiffe direct. Il n'y a pas besoin de passer par 150 analyses, on le ressent. Comme quand on n'aime pas quelque chose, on le sent direct. Mais le truc, c'est que ces films-là sont très traîtres. C'est pour ça qu'ils gavent à fond avec des incohérences, des histoires, des ramifications, des machins, des trucs, comment dire... on vous ajoute des personnages, des enjeux, des machins, ça vous fait cogiter, et à la fin vous vous dites, je sais pas si j'ai pas aimé. C'est que t'as pas aimé en fait, c'est que on t'a bourré le mou, on t'a bourré le cerveau, t'es en train de te poser des questions, t'es en train de te dire, c'est peut-être pas mal, non en fait, c'est nul, c'est vraiment mauvais. Et le seul truc que je retiendrai dans ce film, c'est l'esthétique, qui est super bien réussie. Même l'histoire, hein, j'ai trouvé ça pas con, l'idée du village confiné, même si ça n'a aucun sens. Tu laisses pas un pays entier infecté, tu t'envoies l'armée, comme c'est montré dans le comics, et dans le second volet, t'envoies l'armée qui dégomme qui vient par secteur, enfin c'est possible, quoi. Vous avez aucune vraie menace à part les infectés qui font du bruit, qui foutent du bordel, vous mettez en rangée, vous les butez les uns après les autres, c'est pas compliqué. Puis l'Angleterre, c'est pas la Chine, quoi. Au début de l'infection, il y avait 60 millions d'habitants, bien après, il en reste quoi, allez, à maximum 1 million, allez, à tout péter, quoi. Donc c'est... Bon, voilà, quoi, c'est... tellement d'incohérences, quoi, quand on y pense, quoi. Tellement d'incohérences, quand on y réfléchit, c'est juste indécent. Et même, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Alors, au début... j'ai relativement apprécié le coup du truc initiatique avec le père qui montre aux gosses comment tuer, etc., même si j'ai trouvé ça... l'idée des infectés qui font des familles, bon... En soi, je suis pas contre l'idée, mais c'est quoi l'idée de nous avoir ajouté des rampants, quoi, donc des gros zombies qui... Ah, puis alors le gamin, en fait, non, il va pas tuer Parce que c'est une famille, en fait, donc ils ont des émotions, donc on va pas buter le fils, quoi, mais t'as le père, allez, non, vas-y, bute-les, quoi, putain. Oh, pitié. J'ai bien aimé l'idée des alphas, hein, l'idée des alphas zombies, etc., parce que on a l'impression de voir des hommes des cavernes, des hommes de Cro-Magnon augmentés, ou un truc dans le genre, mais les infectés même, eux, sont réussis, mais ils font pas peur. Enfin, moi, j'ai sursauté parce que je suis mais en soi, ils font beaucoup moins peur que ce qu'on a vu dans les premiers films. Et en plus, les infectés qu'on voit font pas le même bruit que il y a pas un moment où les infectés font le même bruit que ce qu'on a vu dans le premier et le 2. Et les infectés, leur bruit était terrifiant, rappelez-vous. Quand ils faisaient des... ça faisait peur, quoi. Les mecs qui raclaient leur gorge. Or là,
Ils font des bruits de porc, on sait pas trop, on comprend rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces bruits, quoi. Et tiens, pour revenir aux incohérences, il faut que je parle de cette scène d'intro. En soi, je trouvais pas con l'idée de. Au début, je pensais que c'était à Londres, mais en fait, c'est en Écosse. Et on voit, parce que je m'étais fait induire en erreur par la bande-annonce, on voyait les maisons, les rangées, machin. Je pensais que c'était à Londres avec le gamin voilà, qui voit l'infection. Mais non, là, c'est en Écosse. Et attends, donc il y a une alarme qui retentit. Ils sont au courant, les Écossais, qu'il y a des infectés qui montent. Pourquoi ils se sont pas préparés, putain? Pourquoi il n'y a pas des comment ça s'appelle, des barrières sur les fenêtres, des trucs dans le genre? Pourquoi vous vous laissez submerger comme ça? Et ce qu'on voit, ça n'a aucun sens. Les gamins, ils sont devant la télé et la mère, elle leur fait ouais, surtout vous bougez pas. Non, les gamins, tu les fous dans la cave, tu les planques, ou je sais pas, t'entends l'alarme, tu fais quelque chose. Et c'est quoi ce bordel? Il y a déjà des infectés dans la maison, il y en a un qui est monté, qui balance la nana contre le mur. Enfin, ça ne ressemble à rien, ça va trop vite, on comprend pas. Et le gamin qui se casse dans l'église pour aller voir son père, son fragile de père, qui est un toqué, qui est dans le délire, apocalypse machin. Alors, merci Garland, wow, critique du christianisme, critique du. Comment ça s'appelle, des hommes, encore une fois, mais bravo, mais quelle prise de risque, mais bien joué. Putain, c'est très 2020, quoi. C'est très 2020, 2021, en 2025, c'est pas has-been du tout, franchement, c'est très original. Et donc, comment dire, c'est. Ce qui me choque, c'est la musique à ce moment-là. La musique complètement hors sujet, qui n'a strictement rien à voir avec la bande-son de John Murphy. Je rappelle que ouais, Boyle a engagé ces mecs-là pour faire la sono, pour faire la bande-son de 28 ans plus tard. Non, tu reprends John Murphy ou un mec qui est de la même trempe, quoi, pour nous faire une musique angoissante et pas un truc punk ou rock ou j'en sais rien, pop bizarre. Mais ça c'est du pur Danny Boyle, hein, pour le coup. Hein. On sent bien que c'est sa sensibilité, mais ça ne va pas avec, ça ne colle pas au sujet, enfin ça ne colle pas au thème. Et donc voir les infectés dans l'église, ça va trop vite, putain, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Rappelez-vous de la scène d'intro de 28 semaines plus tard, la scène de la maison. C'est interminable et ça passe en un claquement de doigts, quoi. Ça passe en un clin d'œil. Et pourtant, on a l'impression que c'est interminable en même temps, quoi. C'est particulier. Et c'était une scène qui était mémorable, dont on parle encore presque 20 ans après. On a déjà oublié la scène d'intro de 28 ans plus tard. C'est de la merde. C'est nul, putain. C'est les infectés qui rentrent. En plus, c'est même pas. On les voit s'attaquer au. Enfin. On sait qu'ils s'attaquent aux gosses, mais on voit rien. On voit juste du sang qui gicle, c'est n'importe quoi sur la télé, comme si c'était un slasher. Enfin, mais c'est interdit aux moins de 16 ans, on montre des gamins se faire infecter, pourquoi pas, au point où on en est, quoi. Mais non, 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 non. Ah mon dieu, quoi, c'est vraiment ce. Les seuls passages que je trouve vraiment valables dans ce film, c'est tous les moments où on est avec Aaron Taylor Johnson, quand il emmène le gamin chasser et tout, voir ses... Alors, un moment, j'aime bien parce que il montre le continent, donc l'Angleterre, avec ses forêts à perte de vue, et il dit, bah tiens, regarde, là, c'est ici qu'on coupe du bois pour le feu, pour construire, c'est ici que tu viendras travailler plus tard. Ça, c'est génial, ça, c'est bien, parce que on voit que les mecs, ils sont pas non plus coincés dans leur enclave, dans leur petite île, ils sortent, dans leur presqu'île. Ils sortent pour bosser, tout ça, ils continuent à faire des trucs, et j'ai beaucoup aimé le parallèle avec les envahisseurs, tout ça, avec les infectés qui arrivent, les mecs qui bandent leur arc pour leur tirer dessus, comme faisaient les Mérovingiens, les Carolingiens, j'en sais rien, contre les Hastings, tu vois, ça c'était intéressant, quoi, de voir ce parallèle historique, j'ai trouvé ça pertinent, et comment dire, même les scènes d'action, je les ai pas trouvées trop, quand on les voit tirer à l'arc et tout, même si c'est complètement con, genre les deux avec leur arc, ils arrivent à tenir en échec une bande d'infectés énervés, et par contre les soldats qui sont à 8 ou 9, avec leur fusil d'assaut, ils sont même pas foutus de dégommer tous les infectés qui leur courent après, quoi. Alors que normalement, il y en a quoi, une dizaine, une quinzaine, vous les dégommez facile, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi, putain. Et pareil, la scène des soldats, mais c'est. En fait, le mec, il apparaît, le Suédois, pour rien, quoi. Il arrive, bonjour, je suis un militaire, oh là là, il arrive sur la maison, l'espèce de station-service, au moment où il y a les infectés, il y a le gaz, ils tirent, ils sont tous cramés, les autres non, ils survivent, mais c'est trop, en fait, on est submergé par des incohérences complètement stupides et c'en est insupportable. C'est indigne d'un Danny Boyle et c'est Garland qui a mis la pression à Boyle. Moi, franchement, Boyle, mais il aurait dû l'envoyer chier. Il aurait dû dire, bon, écoute, t'es gentil Garland, voilà, je garde mon style et puis toi, visiblement, t'es pas du tout dans le même mood, c'est n'importe quoi ce que tu fais, parce qu'il a fait n'importe quoi, Danny Boyle, ça reste lui le scénariste. Et il nous a fait un truc. Alors en soi, le premier film était progressiste. Hein. Je rappelle que la personnage principale c'est Lena, qui est une femme noire et tout. Donc niveau progressisme pour l'époque, c'était pas mal. Sauf que ça passait parce que c'était cohérent, c'était intelligent, le film était intelligent. Or là, on nous prend pour des débiles, ça se voit. Et moi j'ai l'impression, en fait, quand je vois ce film, je vois un Danny Boyle qui a mal vieilli, qui fait son boomer parce qu'il pense avoir capté les codes de la jeunesse. Or non, j'ai discuté avec un abo ce matin là au sport, qui m'a croisé d'ailleurs pour anecdote, hein, je le salue Mathéo. Le mec, il vient me voir, il dit, toi tu serais pas sur... ouais, c'est moi. Et en fait on a discuté, puis il venait juste de voir 28 ans plus tard, il avait emmené, je sais plus sa meuf ou son pote, et lui, il s'était excusé d'avoir emmené voir ça, quoi.
Et il disait bien que tout autour de lui, les gens ont roulé des yeux, pas mal de scènes, notamment la scène finale dont je vais parler, et pareil, moi je me suis excusé auprès de mon pote quand je l'ai emmené le voir, il avait pareil, 20 ans, c'est un zoomer, quoi, donc les gamins, ils trouvent ça naze, quoi. Parce que les gamins sont pas cons. Eux aussi, ils veulent de la maturité, ils veulent du sérieux, quoi. Ils ont pas 12 ans d'âge mental. Donc, c'est une dinguerie, quoi. Il nous fait un film attendu au moins de 16 ans, mais en même temps, il nous prend pour des gosses, quoi. Parce que vraiment, il nous prend pour des gosses. Avec des scènes de. Enfin, c'est du progressisme complètement, mais has-been, quoi. Le passage où la mère, qui est complètement toquée, soi-disant, enfin, qui est démente, son fils, il dort, il monte la garde, mais la nuit, elle vient fracasser le zombie parce que c'est une femme forte et indépendante et courageuse. Puis en fait, après, elle fait essayer de dormir. Oh, je sais pas qui a fait ça. Mais c'est quoi ce bordel? C'est. Et il y a que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Et pourtant, il y a des tas de bonnes idées, comme par exemple le moment où elle arrive sur le continent, elle fait mais on est où là? On est sur le continent, là on est sur l'île, et on voit les maisons intactes, et juste après, bam, 30 ans après, on les voit dans l'état insalubre, abandonné, tout ça. J'ai bien aimé ce genre de moment, parce que Boyd, il a ce truc, il a quand même gardé cette dynamique, cette niaque dans la mise en scène. Mais sauf que c'est massacré par les incohérences et par l'ego de Garland, quoi. Garland qui peut pas s'empêcher de... D'ailleurs, j'ai vu son film Warfare, alors j'adorais ce que faisait Garland, notamment dans Judge Dredd, tout ça, c'était super, enfin dans Dredd, mais alors, Civil War, j'ai apprécié, j'ai fait comme tout le monde, j'ai aimé et tout, parce que j'ai trouvé relativement cool, même si c'est pas du tout le film du siècle. D'ailleurs, tout le monde l'a oublié, si vous regardez bien. Quand vous oubliez un film 6 mois après sa sortie, c'est qu'il était mauvais, hein, ou qu'il était vraiment très mid. Hein. Donc, j'ai vu Warfare... C'est réaliste, ouais, au niveau du sound design, c'est bien géré tout ça. Il retrace l'histoire d'une bande de soldats américains qui se sont retrouvés coincés dans une maison assiégée par des djihadistes. Mais globalement, il se passe rien, quoi. On dirait que son truc à lui, c'est de montrer des soldats qui ont réellement existé, qui ont réellement été blessés, qui ont réellement souffert. Il les montre en position de faiblesse, en train de hurler, en train de souffrir. Alors, moi, j'ai rien contre les films qui montrent la réalité de la guerre, à savoir que c'est sale, que c'est pas glorieux, que c'est horrible, que c'est vénère, que c'est violent, machin. J'ai rien contre. Mais chez Garland, il y a quelque chose. On sent qu'il y a un truc, il y a une espèce de vision, de mindset auquel j'adhère pas du tout, quoi. Comme dans Men, qui est ultra manichéen à l'extrême. Enfin, c'est. Bref. En tout cas, c'est. Ce 28 ans plus tard est une immense déception, je lui mets un 4 sur 10 juste pour la forme, mais au niveau du scénario, c'est catastrophique à chaque fois, c'est de pire en pire. La scène de la contaminée enceinte qui fait communion avec la femme enceinte. Ralph Fiennes, quoi, qui endort le zombie, l'infecté, qui fait tout un cinéma sur le Rigogito Mortis, ou je sais pas quoi, il fait sa leçon de latin aux gamins, là, il montre à quoi ça sert, le mec qui fait des piles de crâne, ça ne sert à rien. Puis après, sa mère, elle va mourir, il la brûle et il file le crâne au gamin pour qu'il... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Puis le mec, il fait ça depuis 25-30 ans, quoi. Comment tu bouffes, comment tu fais, comment tu survis, c'est quoi ce délire? Et puis alors le mec, facile l'excuse, non mais ici les infectés viennent pas m'emmerder parce que il y a un petit ruisseau et le petit pont où il y a des cordes, ça les désarçonne. N'importe quoi. Et je ne parlerai même pas de la scène finale avec les To Be Free là qui font leur comment s'appelle, leur chorégraphie là, le boys band là pour tuer les zombies alors que les machins ils sont c'est des infectés quoi, pardon, je veux dire ils ont du sang contaminé et puis les mecs ils ont pas de protection, ils ont pas de masque, ils ont rien et ils les dégomment comme si on était dans The World Beyond, c'est The Walking Dead, The World Beyond, littéralement c'est n'importe quoi. Et les seuls trucs que j'ai bien aimé dans ce film, c'est les infectés alpha, c'était pas révolutionnaire l'idée vu qu'on a déjà vu ça dans Army of the Dead, mais j'ai bien aimé le concept et j'ai apprécié le fait que on voit des infectés qui évoluent, qui ont qui sont revenus à l'état d'hommes des cavernes presque, où on les voit, c'est des hommes préhistoriques, hein, ils sont dans les mares de flotte, ils s'arrosent, il y en a qui sont enceintes, alors beaucoup pensent que les femmes enceintes ont été infectées après coup, mais moi j'y crois pas une seule seconde, je pense que justement les infectés s'accouplent et créent des... ils s'accouplent de façon violente, mais ils font des gosses, et... il y a que ça que j'ai aimé, quoi. Puis le début avec Taylor Johnson et puis le passage où il se marre, où il déconne où il fait le con, où il raconte ses histoires, ça c'était marrant, mais bon, bien sûr il est diabolisé parce que Garland n'aime pas les hommes. Je pense que lui il doit avoir des complexes ou j'en sais rien, mais visiblement il aime pas beaucoup la masculinité, ce genre de truc. Alors après moi j'ai rien contre l'idée de pointer du doigt les mecs qui sont tarés, dégénérés, misos, ce que vous voulez, mais là il y a des limites. C'est has-been, quoi. Alex Garland, t'es has-been, ta vision du monde est has-been, quoi. Et tous ceux qui l'épousent, vous avez une vision d'has-been, c'est pas progressiste ça. C'est hors sol. Et donc, voilà ce que je pense de ce 28 ans plus tard. Hein. Gros potentiel gâché. Gros potentiel gâché, c'est terrible. 17 ans d'attente pour ça.
C'est scandaleux, quoi. Remboursé, mais refile-moi mon pognon, Boyle, hein. Boyle, Garland, rendez l'argent. C'est pour ça que, franchement, j'ai hâte que l'IA progresse parce que j'ai envie de produire mon propre 28 ans plus tard, quoi. Ou mon 28 mois plus tard. Montrer une Europe qui se bat contre les infectés avec des officiels, des scientifiques qui essayent un peu de... Voilà, enfin, je pense à plein de trucs, j'ai plein d'idées en tête et j'aimerais bien mettre ça en branle et avec l'IA, ce sera peut-être possible, je pense, dans le futur, on verra bien. Bon, bref, en tout cas... bah, c'est mon avis concernant la saga 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard. Voilà, et c'est pas fini, hein, parce que Boyle a prévu 2 autres films qui vont être, je pense, tout aussi catastrophiques, vu que visiblement, bah, c'est dans le même mood. Hein. Boyle avait l'air très content de nous présenter son second projet, qui est réalisé par cette meuf, là, je la connais pas, mais je le sens pas, quoi. Je le sens pas du tout, et a priori, celui qui va réaliser le 3e volet, je le sens encore moins. Et surtout s'il y a Garland aux manettes, c'est même pas la peine d'y penser, mais là, ils ont pris une tangente qui est beaucoup trop déconnectée de ce qu'on a vu dans les premiers volets, donc... j'irai voir, mais je vais souffrir, quoi. C'est vraiment pour le boulot que je vais y aller, quoi. Si je peux, justement... Enfin, moi, j'espère avoir contribué au bid, à l'échec potentiel de ce film. Je sais pas si ce sera un bid, je pense que 28 ans plus tard sera un bid, mais c'est un bid qui est mérité. C'est mérité car c'est du mépris pour les fans d'origine, c'est un crash à la gueule aux fans d'origine, c'est un dédain pour les fans d'origine, et surtout, c'est une insulte aux gamins des nouvelles générations. Je veux dire, ils s'imaginent que les gamins, ils ont envie de voir ça. Non, non. Et c'est pas les notes faussées qui vont changer les choses, quoi. Parce que j'ai bien l'impression qu'en fait, les notes les plus positives, elles sortent au début, du côté des spectateurs, parce que qui va au cinéma le mercredi et le jeudi dernier Cara, c'est les gros cinéphiles. Et les gros cinéphiles, généralement, bon bah, c'est pas qu'ils s'enthousiasment pour tout, mais presque. C'est-à-dire qu'ils voient des daubes infinies, et puis les mecs ils disent « Oh, c'est génial, c'est fantastique ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis du public le week-end. À savoir les gens qui... Je veux dire, les familles, les pères de famille, les mères de famille, ceux qui travaillent, machin, ceux qui ont des occupations... Ceux qui ont des goûts, j'ai envie de dire, désolé de vous choquer, mais des goûts normaux, quoi. C'est-à-dire que ils ont une semaine dure, une semaine de travail. Bon bah le week-end, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent se relaxer, ils veulent se ressourcer, ils veulent ressentir des émotions. Or, ceux qui vont au cinéma, j'ai remarqué, enfin, chez certains cinéphiles, eux, ils ne cherchent pas les émotions. Ils cherchent, on va dire, c'est comme au patinage artistique. Ils donnent des notes. Oui, alors oui, j'entends bien qu'il faut faire ça, mais sauf que là, il y a de la posture. Or, chez ceux qui vont voir les films le week-end, bah, c'est les gens auxquels moi, personnellement, je peux m'identifier. Et, comment dire, bah, c'est ceux, généralement, qui ont des goûts qui sont plus que potable, vu que c'est eux qui déterminent quels sont les gros bangers à voir ou pas, quoi. Mais bon, certains vont qualifier ça de populiste, hein. Excusez-moi d'être avec le peuple, excusez-moi de faire partie du peuple, excusez-moi d'avoir des goûts, on va dire, populaires, hein. Excusez-moi d'être normal, quoi. Mais ça, j'en reparlerai, je pense, dans une vidéo pour faire la comparaison entre les cinéphiles esthètes, pseudo-élitistes et le public lambda, populaire. Parce que c'est vraiment 2 entités différentes, j'ai envie de dire. 2 entités qui ont vraiment des goûts radicalement différents, presque. Bref, voilà mon avis concernant cette saga. Donc là, je lui mets un 4, un 3,5 sur 10. Hein, et j'espère vraiment qu'il va bider, hein, que ça envoie un message et que Boyle j'espère qu'il a pas encore réalisé le 3e volet, parce que si c'est le cas, ça va être compliqué. Quoi, parce que s'il est dans la même lignée, il méritera tout autant son échec. Bref, donc maintenant je vais vous parler brièvement du comics, que je trouve génial. Vraiment, ce comics c'était une grande surprise, je sais plus en combien de comics il a été édité, mais il y en a 5, 6, je sais plus. 4, 5, 6, et bah, j'ai surkiffé, quoi. Je me suis laissé porter par l'histoire alors qu'au début j'ai pas accroché. L'histoire se déroule entre le 1er et le 2nd volet, on retrouve Selena, au début j'étais pas chaud, je me dis oh merde, j'ai pas envie de la revoir, quoi. Je veux pas revoir elle, ni Jim, je veux voir d'autres personnes, et puis finalement ça le fait. Alors c'est pas le personnage principal, il y en a 2 autres, il y a un journaliste et un photographe, qui bossent sur les conflits armés, les trucs comme ça, et ils sont appelés pour aller en bordure d'Angleterre, tout ça, pour bosser, et bah ils arrivent, le territoire est interdit, interdiction d'y aller, mais ils bravent les règles et ils y vont, et ils se font bombarder par une frégate, qui leur interdit, ils sont sur un bateau avec plein de gens, dont certains se sont fait bouffer, etc. Ils sont sur des îles du nord de l'Angleterre, des îles infectées, et en fait, les bateaux militaires refusent qu'ils reviennent sur le continent, donc ils bombardent le bateau sur lequel il y avait tout le monde, et Selena et le journaliste et le photographe, ils survivent, et ils vont à la nage jusqu'à la côte, et ils arrivent en Écosse. Et bon, ils doivent redescendre, quoi. Ils doivent redescendre pour retrouver du monde, etc. Et c'est génial. Et là, je vais pas trop spoiler, parce que je sais que parmi vous, certains n'ont pas encore lu le comics, donc je vais fermer ma gueule. Mais sachez-le, il est génial, il est fantastique. Les dessins, j'accroche pas spécialement, mais au niveau potentiel historique, au niveau émotionnel, c'est du même niveau que The Walking Dead. Au niveau de la maturité, au niveau de l'intelligence. C'est pour ça, vraiment, si vous avez pas aimé 28 ans, foncez lire le comics, parce que c'est une autre approche. Alors, je peux plus vous dire, parce que ça remonte à il y a longtemps, mais si c'est canon ou pas. Mais si, c'est canon, parce que il y a, vous comprendrez à la fin du comics que ça rejoint ce qui se passe dans 28 semaines plus tard, parce que Selena se retrouve à Londres, justement, au moment où il y a les faits. Bon, je spoil un petit peu, mais je spoil juste ça. Mais en tout cas, sachez-le,
c'est génial, des tas de scènes iconiques, des tas de scènes terrifiantes, alors que c'est un comics, hein, c'est pas un film ni rien, mais vous vous laissez porter par le truc, c'est réaliste, c'est angoissant, c'est flippant, c'est dans la pure tradition des premiers volets. Les infectés sont terrifiants, ils ont cette, je veux dire, naturellement cette rage, cette, comment dire, ils représentent ce danger réel. Dans 28 ans plus tard aussi, ils étaient dangereux, mais je sais pas, la menace infectée était beaucoup moins présente, contrairement au premier volet, parce que c'était tellement lunaire, tellement hors sol, tellement particulier. Mais voilà, en tout cas, le comics, je vous le recommande chaudement, et je préfère, donc, encore une fois, je le dis, le comics au film, et au comics, je lui mets une note de 8,5, 9 sur 10. Voilà, les dessins sont pas parfaits, ils sont pas géniaux, mais du point de vue de l'histoire et du point de vue du scénario, je ne trouve rien à redire de négatif. Très humain, très branché sur la psychologie, il y a des moments de blanc, il y a des moments où il n'y a pas de dialogue, où tout joue sur les regards, il y a des moments complètement dingues. Le passage où Selena arrive dans un village, dans une petite ville tenue par des punks écossais, c'est super ça, où elle est confrontée au châtiment de la cage, où elle se retrouve dans une cage avec un cercle à l'attrait, et en gros le mec lui dit bah écoute, tu vas rester là toute la nuit, et surtout tu ne sors pas du cercle. Et en fait, tu comprends que, en fait, dans la cage où elle est, eh bien, dans le cercle où elle est, c'est pour pas qu'elle se fasse bouffer par les infectés, parce qu'ils sortent la nuit, et ils passent tous les mains à travers la grille pour la choper, pour la bouffer, et elle doit pas moufter, elle doit pas bouger, rien, pour pas se faire gauler, et en fait, elle part elle craque, et dans sa tête, elle s'imagine, elle revoit, je veux dire, tous ceux qu'elle a perdus, qui lui disent, mais vas-y, tu peux y aller, après c'est fini, t'es tranquille, enfin, c'est génial, c'est humain, c'est viscéral, encore une fois, je sais pas comment on dit, ça vous prend aux tripes, et je vous recommande, encore une fois. Si vous n'avez pas encore vu le troisième volet, je vous déconseille de le voir, vraiment, pour pas vous faire mal. À la rigueur, lancez-vous sur le comics, ce sera un meilleur investissement, et ce sera, ce sera une bonne œuvre, une œuvre qui va vous... Je vais pas dire vous ressourcer, mais qui va être dans le même mood, dans la même ambiance, et une ambiance comme ça, mine de rien, on n'en a pas souvent, donc c'est pour ça, sautez sur l'occasion, dévorez le comics dès que vous en avez l'opportunité. J'espère que cette longue vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, j'y tiens, likez la vidéo bien sûr, partagez-la aussi, aux fans d'horreur, etc., si vous voulez, et si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, je vous recommande de vous abonner. Et puis si vous kiffez bien sûr le format, mon style, ma personnalité, n'hésitez pas non plus, faites-vous plaisir. Je ne pousse pas l'abonnement, mais c'est comme vous le sentez, vous décidez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao.